Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Heureux de vous retrouver après l'interruption estivale. Bonsoir Nourdine Mouadib. Bonsoir Hamid. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler d'enseignement, qui est un immense problème au Maroc. Mais nous avons décidé, à 2M, non pas de parler de ce qui ne marche pas, mais de ce qui marche. L'enseignement, c'est une crise océanique. Il y a un océan de crise. Mais nous avons décidé de privilégier les îlots d'excellence qui existent néanmoins. Et c'est pour ça que nous faisons appel à vous, parce que parmi ces îlots de crise, il y a l'Université internationale de Rabat, dont vous présidez aux destinées. Auparavant, si vous permettez, je voudrais vous demander quand même d'évoquer la crise en grands mots, en quelques chiffres, en quelques phrases. Merci Hamid, merci d'abord pour l'invitation, merci à 2M. Le sujet est d'actualité et si on doit résumer la crise, la crise elle est quand même, comme tu l'as dit, c'est un océan de crise, mais si on doit la résumer en quelques points, en tout cas de mon point de vue, il y a 3 points fondamentaux qui ont mené, je dirais, aujourd'hui à cette crise. Premier, c'est les contenus pédagogiques et on a écarté certaines matières qui formaient à l'analyse, à l'esprit d'analyse, à l'esprit de raisonnement, comme la philosophie, comme la dissertation, plus les méthodes pédagogiques qui ont évolué. Et donc, étant donné le contexte mondial, les nouvelles technologies, face à une génération qui est aujourd'hui une génération d'IT, de technologie de l'information, donc il y a toute une adaptation de notre ingénierie pédagogique à cette nouvelle donne. Le deuxième point, c'est aussi quelque chose qui est arrivé, c'est la massification. Et face à la massification, donc je pense que le Maroc n'a pas été préparé. Il y a trop d'étudiants. Alors trop d'étudiants, je peux vous donner un chiffre, on est passé de 100 000 bacheliers en 2009 à plus de 200 000 bacheliers en 2013. Donc plus d'un doublement. Et ça a des conséquences, des répercussions sur l'enseignement supérieur qui passe de 300 000 bacheliers. Donc il n'y a pas les écoles, il n'y a pas les maîtres. Donc ça, c'est des conséquences. D'abord, c'est des conséquences budgétaires, c'est de l'investissement. Il faut doubler la capacité d'accueil au niveau de l'enseignement supérieur, si je parle de l'enseignement supérieur en particulier. Il faut aussi recruter des enseignants-chercheurs. Et là, c'est le troisième point, le troisième pilier qui est la crise, c'est le corps enseignant. Aujourd'hui, donc, il y a un corps enseignant qu'il faut revoir, gérer sa formation. Je parle du primaire jusqu'au supérieur. Il y a des excellences dans les universités, dans les écoles, mais ça reste aujourd'hui quelques individualités. Il faut revoir la formation des formateurs et on va être face à un problème majeur qui va arriver dans les années à venir, c'est le départ à la retraite massif des enseignants, notamment dans l'enseignement supérieur. Et on n'a pas la relève. Donc la crise, elle est gérée, c'est une conséquence alors si on doit remonter plus loin, donc depuis le manifeste de l'arabisation de 70 de El-Fassi, donc qui s'est traduit donc par la mise en place de l'arabisation, et qui ne s'est pas accompagné de toute une ingénierie pédagogique qui permet d'enseigner en arabe. Et on est allé sur un enseignement qui, petit à petit, a dérivé vers apprendre par cœur plutôt que d'apprendre à raisonner, à analyser et ainsi de suite. Est-ce qu'on veut parler directement et rapidement de l'université que vous dirigez ? Alors les chiffres. Les chiffres. Ça a coûté combien ? Alors, en quelques mots, c'est un investissement de 1,2 milliard de dirhams. Donc c'est une image. Voilà. Ça c'est le bâtiment, le premier bâtiment de l'Université internationale de Rabat. C'est notre premier bâtiment fétiche qui accueille plus de 1000 étudiants, une capacité de 1000 étudiants. Et le coût, ça a été le coût de 1 milliard 200 000 Le coût global de l'investissement, c'est 1 milliard de dirhams. Aujourd'hui, on a bouclé pratiquement 450 millions de dirhams d'investissement, ce qui nous a permis d'avoir un campus universitaire. Le campus de 20 hectares. C'est un campus, c'est un terrain de 20 hectares sur 20 hectares, qui aujourd'hui, on est à peu près à 50 000 mètres carrés couverts sur un total qui va être de 130 000 mètres carrés une fois le campus terminé. Capacité d'accueil ? La capacité à terme, c'est une capacité de 5 000 étudiants et on commence à réfléchir à une capacité... Aujourd'hui, on est à 1 500 étudiants, après 3 années d'ouverture. Il y a déjà des brevets déposés ?
Alors on est, recherche. on est à 24 brevets, ça fait partie de la fierté de l'université. Et ça c'est grâce au cours professoral qu'on a ramené un cours professoral de l'étranger, la diaspora marocaine, voilà, qui voilà, expérimenté. Et on est à 24 brevets avec aussi des contrats de recherche, dans un contrat avec le Pentagone, avec l'armée américaine, des contrats sur les microcaméras. Donc il y a une activité universitaire. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la formation, c'est la formation, la recherche et également la formation continue pour les profs, il y en a entreprises. combien? 150? À terme, 150. Actuellement, il y a 50 enseignants-chercheurs. Des profs et des chercheurs. Voilà. Alors, tout le personnel aujourd'hui, on va être à 150, mais à terme, il va y avoir 150 enseignants et tout le personnel, on sera 350 personnels dans l'université. Dites un mot, même rapidement, des disciplines, parce que c'est ça qui est original. Alors, les disciplines, ce sont des disciplines qui collent à la stratégie nationale. Donc, une école d'aéronautique automobile, navale et ferroviaire. Ça, c'est quelque chose qu'on a identifié depuis 2004 comme un besoin. Et une école des énergies renouvelables, également qu'on a identifié depuis 2004 et qui s'est et la préparation aux grandes écoles. Voilà, donc il y a les classes préparatoires qui préparent aux grandes écoles et cette année on était heureux d'avoir des très bons résultats, comme Supélec, comme Supaéro, donc au concours français. Plus l'école Hassaniya marocaine et l'école Mohammedia. Le ferroviaire, l'aéronautique, le spatial, le naval peut-être. Le naval, pas encore, mais il est prévu. Donc on ouvre un département pour le naval parce qu'on pense qu'il y a un potentiel au Maroc de création d'emplois dans le domaine du naval, étant donné les flottes de pêche qu'on a, étant donné les bateaux gérés au niveau de Tangimed, ou que ce soit le port de Casablanca ou les différents ports qui se développent. Il y a besoin de développer des chantiers navals et pour ça il faut développer les ressources humaines compétentes. Même pour les langues, vous faites original, puisque vous enseignez des langues qu'on n'enseigne pas d'habitude. J'ai noté le coréen. Oui. Alors, on a mis en place un département qui s'appelle Langue, Culture, Civilisation pour accompagner les étudiants en formation en langue et en culture générale. Et on est allé vers des langues, effectivement, qui donnent de l'ouverture dans le coréen. Donc, on a bénéficié. Combien d'étudiants en coréen? Il y a une vingtaine d'étudiants pour le coréen. Les partenariats? Alors, les partenariats... c'est encore une originalité. Voilà, c'est une originalité. Vous avez passé des contrats avec des partenariats. Voilà, et ça fait partie des clés de succès dès le départ du projet. C'est-à-dire c'était la diaspora, c'est les partenaires. Donc, on a un consortium de partenaires Je vais parler du diaspora après, mais des partenariats. Des partenariats. Donc, on a aujourd'hui des partenariats d'établissement avec la particularité de ces partenariats, c'est que ce sont des formations miroirs. Donc, on est dans une réelle double diplomation. Les étudiants, ils ont une double inscription avec des cartes d'étudiants. Un étudiant qui sort de chez vous a automatiquement il a le diplôme de l'université, par exemple le diplôme de Sciences Po Grenoble, ou bien voilà. Donc ou le SRN. Donc il a les deux diplômes. Et on y inscrit, ce qui est important, on y inscrit donc au niveau du bulletin officiel du ministère français. C'est-à-dire que nos diplômes sont édités, ils sortent au niveau du bulletin officiel français. Alors vous avez le partenariat avec qui? Alors, il y a des partenariats américains comme Georgia Tech à Atlanta, l'Université de Mississippi, Yale, et d'autres partenariats qui vont arriver, et françaises, donc il y a l'Université de Nantes, l'Université de Lorraine, l'ESCRN, Sciences Po Grenoble, et d'autres partenaires, notamment l'architecture, Marne-la-Vallée. Le double diplôme est acquis. Le double diplôme est acquis, et pour témoin, même le président de la République française, lors de son intervention à l'Université internationale de Rabat, l'a mentionné. Très bien. Comment l'idée est née? L'idée elle est née d'un constat. Et d'un constat qui est... Non, elle est née dans quelle tête? Dans quelle tête? Dans la mienne. Quand? Modestement. En 2004. En 2004, mais c'était quelque chose qui cogitait, c'est-à-dire qui mûrissait progressivement. C'est une année sabbatique? J'étais effectivement donc en Australie en année sabbatique, mais les premières lignes sur le projet, je les ai rédigées effectivement à Sydney. Et l'idée elle est venue d'un besoin et d'un constat. C'est qu'on voyait que les étudiants marocains qui venaient d'abord, le niveau était... Dans la région? Et j'avais fait une étude de l'origine sociale des étudiants qui étaient au Pays de Loire et Bretagne. J'étais à Nantes. Et je me suis rendu compte que plus de 90% de ces étudiants dans cette région-là étaient issus d'une couche, je dirais, aisée marocaine. Et je me suis dit, mais l'ascenseur social est en panne. C'est-à-dire, on dit l'ascenseur est en panne. Et alors, du coup, donc, je suis allé plus loin. Il y a plus de visa. Il y a le problème de visa. Donc, c'est un ensemble. Les moyens, un problème de visa. Les moyens, les visas. Et de là, donc, est partie l'analyse pour analyser finement et essayer de proposer de manière à ce qu'on transfère le savoir et la connaissance vers ces populations qui ne peuvent plus, ces étudiants qui ne peuvent plus se déplacer vers le savoir et la connaissance. Si Mohamed ne va pas à la montagne va à Mohamed. Voilà, donc vous amenez Mohamed à la montagne. Voilà, donc j'ai convaincu l'ensemble des partenaires, d'abord mon université qui était l'université de Nantes,
et après donc d'autres partenaires qui nous accompagnaient dans cette aventure voilà, pour avoir aujourd'hui l'université telle qu'on l'a aujourd'hui. À quel moment les officiels marocains ont été impliqués? C'est l'ambassadeur C'est l'ambassadeur Fthala Sijmassi qui, le premier officiel marocain que j'ai contacté, voilà, que j'ai contacté. Fthala Sijmassi qui a, dès le départ, a trouvé le projet fou. Tout simplement, il a trouvé le projet fou, mais intéressant et passionnant. Et il a participé à la première réunion de présentation de l'étude de faisabilité en janvier 2006 à Nantes, avec la présence du président de la région, le président de la chambre de commerce de Nantes-Saint-Nazaire. Nantes, c'est Hérault. Et c'était la mairie, donc Jean-Marc Hérault, qui était aussi, la mairie était impliquée dans le projet, parce qu'en partie, une partie de l'étude de faisabilité était financée par la chambre de commerce, la région et la ville. Et Jean-Marc Hérault. Et donc vous avez sollicité les Français en premier? Alors, il fallait d'abord, comme je disais tout à l'heure, il y avait une première clé de succès, bon, c'est l'institutionnel. Deuxième, c'est convaincre un consortium pour accompagner le projet, pour faire un saut dans le temps. C'est-à-dire qu'on aurait des formations miroirs. Ça veut dire on se met au même niveau, à un instant T, au même niveau que les universités qui délivrent ces diplômes. Donc, il fallait convaincre les Français, les institutionnels, donc les affaires étrangères, donc français. Je me suis déplacé à Paris à plusieurs reprises pour les convaincre de la viabilité du projet et de l'intérêt du projet, tout en parlant de la francophonie, de la géopolitique pour la France. Et Fthala Sijmassi était observateur? Alors, Fthala Sijmassi, il n'était pas observateur parce qu'il a été actif lors de cette réunion, parce que j'ai insisté pour qu'il préside la réunion à Nantes, de manière à ce que les Français voient que l'institutionnel, que l'État marocain est présent et est impliqué. Donc il fallait mettre en confiance toutes les parties, la partie française et la partie marocaine. La partie marocaine de montrer qu'il y a un consortium et qu'il y a un appui du côté français, et la partie marocaine de voir qu'il y a un appui officiel. Et donc c'est cette première réunion que j'appelle moi l'acte de naissance du projet donc, de l'université, parce que c'est la présentation. Et Fthala Sijmassi a suivi le projet jusqu'à ce jour, parce que même donc il demande toujours des nouvelles du projet, où est-ce qu'on en est, etc. Ensuite, Fthala Sijmassi fait un rapport. Voilà, donc Fthala Sijmassi, dans son rôle d'ambassadeur, donc il a fait une note qui a véhiculé jusqu'aux instances voilà, au palais. Les affaires étrangères et certainement au palais aussi, parce que par la suite, donc, j'ai eu des introductions donc, auprès du palais, auprès de Mziane Belfré, le feu Mziane Belfré. Donc Abdelaziz Mziane Belfré a été chargé de suivre le dossier. Alors, c'est Abdelaziz Mziane Belfré, donc je l'ai vu la première fois, donc il avait reçu la note sur le projet, c'est un grand monsieur, donc et j'ai passé pratiquement une année. Je le voyais régulièrement. Il challengeait le projet parce qu'il voulait. Vous avez fait un business plan? J'avais fait un business model et un business plan, et c'est ça qu'il challengeait parce que c'était tellement challengé dans le sens. Alors je lui disais que le business plan, voilà les normes pédagogiques, voilà les normes de construction, le 1 milliard de douze qui vient. Bon, par exemple, on dit à un étudiant, il lui faut 10 mètres carrés pour l'accueillir. Lorsqu'on dit qu'il faut un enseignant pour 15 étudiants. Donc tout le référentiel sur lequel a été construit le business plan. Donc il a été challengé, et y compris toute la construction du modèle avec un investissement, un partenariat public-privé. Donc il fallait rentrer dans le détail. Et ça a duré une année pour Mziane. Et puis finalement, il a validé. Voilà, une fois, et après donc il a validé. Et c'était passionnant les discussions avec Mziane, qui nous a beaucoup aidé à consolider le projet. Il y a eu un épisode partenariat français, le patronat français plutôt. Vous avez... Voilà, donc ça c'est le groupe Impulsion économique franco-marocain. J'ai eu la chance, qui était co-présidé par Moustapha Bakouli pour le côté marocain et Jean-René Fourtou du côté français. Et donc j'avais fait mon étude de faisabilité, et il y a eu la création donc, du groupe Impulsion. Donc le groupe venait d'être créé, et j'avais, comme j'ai eu l'occasion de connaître Jean-René Fourtou dans un autre milieu en tout cas, je lui ai envoyé l'étude de faisabilité. Et tout de suite, il a accroché sur, en tout cas, les chiffres que je donnais, l'augmentation des effectifs. Je donnais aussi les ratios d'ingénieurs dans différents domaines. En tout cas, et ça l'a intéressé. Et il m'a demandé de rejoindre le groupe Impulsion économique franco-marocain pour l'axe formation. Et les discussions que j'ai eues avec lui par la suite. Bon, d'abord, il y a eu le premier voyage pour rencontrer le gouvernement marocain qui était en 2006, avant l'été 2006. Vous avez fait partie du voyage? Voilà, j'ai fait partie du côté français. Donc le vol, c'était un vol affrété par l'État marocain, donc tout le patronat français. Oui. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer tous les grands patrons français
de la Caisse d'épargne, Alstom, en tout cas tous les grands patrons. Et Jean-René Fourtou m'avait présenté à tous ces... Et c'est lui qui vous a présenté à Jto. Et donc voilà, en arrivant donc au Maroc, lorsqu'on était allé déjeuner donc au Golfe à Rabat, et Jean-René Fourtou me présente à Ashton en lui disant il a un projet fou, mais intéressant. Voilà. Donc, et c'est comme ça que j'ai rencontré aussi, j'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer Cédric Jto, qui après aussi a beaucoup aidé dans la réalisation du projet. Octobre 2007, le voyage de Sarko. Là, il y a eu un cafouillage. Alors, pour la petite anecdote, j'étais au Maroc, on m'a appelé pour venir avec la délégation française. Et on m'a dit, il faut que j'aille à Paris pour venir avec la délégation. Donc j'ai pris un vol pour revenir avec la délégation française qui accompagnait Sarkozy. Et donc je suis arrivé en atterrissant à Tanger, parce qu'on l'a attendu à Tanger, parce qu'il venait faire son discours, pour venir faire son discours sur l'UPR. J'ouvre mon portable et des amis parlementaires me disent félicitations, le président Sarkozy a parlé de ton projet au Parlement. Et moi, je tombais des nues, donc je n'étais pas au courant. Donc on nous demande de rentrer rapidement parce qu'il fallait écouter... Préciser, il a parlé du projet devant le Parlement marocain. Devant le Parlement marocain. En tant que projet français. Et il a, voilà, en tant qu'il s'est approprié le projet. Ça s'appelle un hold-up. Moi, ça m'arrangeait. Ah bon. Moi, ça m'arrangeait qu'on communique sur le projet. En tout cas, ce qu'il a fait, il s'est approprié le projet. Ce qu'il a, bon, je ne suis pas dans les secrets, ce qui s'est dit entre lui et Sa Majesté, mais en tout cas, je sais qu'à un moment donné, ça a discuté et que Sa Majesté, ce jour même de la visite, donc il y a eu un communiqué royal qui donnait 20 hectares à l'université au niveau de Technopolis, et c'est ce qu'on demandait à l'époque, c'était un terrain pour qu'on puisse... Qui mettait fin à l'opération Sarko. Il mettait fin, en tout cas, à une imprécision, un doute sur le projet. Et donc Sa Majesté a annoncé qu'il donnait 20 hectares. C'est grâce à Sa Majesté que le projet a pu démarrer. Bien. Le projet devait donc être financé par la CDG en particulier. Alors, j'avais sollicité les institutionnels, parce que c'est un modèle, parce qu'on peut... L'UR, c'est qu'une instance, c'est qu'un exemple. Mais le modèle, c'était de développer des établissements dans le cadre des partenariats public-privé. Et je disais, il faut que ce sont des projets qui doivent être portés par des institutionnels. Il ne faut pas être porté par un individu ou une famille, etc. Et donc, j'avais identifié la CDG comme le bon partenaire pour porter le projet. Moi, je suis l'opérateur, c'est voilà, c'est l'ouvrier qui allait mettre en œuvre tout ça. Mais il fallait qu'un institutionnel porte le projet. À l'époque, le directeur général de la CDG n'était pas très convaincu, en tout cas. Moustapha Bakoui. À l'époque, c'était Moustapha Bakoui, n'était pas très convaincu donc, du projet, donc ça n'a pas avancé avec lui. Frileux. On peut dire frileux, oui. Donc il n'était pas convaincu, on peut dire qu'il était frileux sur le projet. Il n'était pas le seul. Tu n'es pas le seul. Il y en avait, patron de Ravel aussi. Là, tu peux m'emmener sur un terrain qui... donc, oui, on avait d'autres, et l'ambassadeur de France à l'époque, qui malheureusement a beaucoup freiné le projet. Thibault. Jean-François Thibault, oui, qui a beaucoup freiné le projet. Pourquoi? Malgré un appui de... Sincèrement, jusqu'à ce jour, j'aimerais bien le rencontrer pour lui poser la question. Mais au moins pour lui montrer que... Donc il y avait de la frilosité du côté de certains partenaires. De certains partenaires, mais il y en y avait d'autres qui appuyaient quand même. Mais il s'est passé quelque chose de bizarre. Les trois ont été... Oui, il y a eu quelque chose. Bon, comme je le dis, tout projet, il faut qu'il ait un peu de baraka avec un projet pour qu'il puisse voir le jour. C'est Ahmed Belkacem. Bon, on peut dire que c'est Ahmed Belkacem de Blimlal, peut-être, mais pour chaque projet, il faut qu'il y ait une partie, je dirais, de cette baraka qui pousse à un moment donné pour... En tout cas, les trois sont partis. Oui, par le hasard des choses, Moustapha Bakouri donc, a été appelé à d'autres fonctions. Donc, et le remplaçant, Anas Al-Alami, en juin, je crois que c'était juin 2009, en tout cas c'était l'été 2009, qui est arrivé. Bon, quelqu'un aussi pour lequel... Et ceux qui soutenaient, c'est qui? Les croyants, c'est qui? Ah, les croyants, ils sont quand même nombreux, parce que... Alors, bien sûr, Ftara Sijmassi, Simziane Belfrel, Cédric Jto, Salah Din Mzouar, Driss Yazami, Ahmed Khchichen, Khedres, qui est un ami de ma région, Khalid Al-Alachi, et bien sûr Anas Al-Alami, Anas Al-Alami qui a remplacé Bakouri à la CDG. Sans le premier chèque signé par Anas Al-Alami pour lancer le projet n'aurait pas vu le jour. Donc on peut dire qu'il y en a qui ont commencé le projet, il y en a un qui l'a consolidé, qui a fermé, pas la parenthèse, mais en tout cas qui a consolidé le projet pour qu'il puisse voir le jour, c'est Anas Al-Alami. Donc, avec date définitive, décisive, 31 décembre 2009. Oui. Vous recevez 2 chèques.
Alors ça, je crois que c'est un jour qui va me marquer toute ma vie. Et c'était le meilleur réveillon de ma vie. Parce que c'était le 31 décembre 2009. Je reçois donc les 2 chèques, les 2 virements. Un pour la partie gestion, pour le fonctionnement, et un pour la construction, pour lancer la construction des premiers bâtiments. Et donc c'était un réveillon que j'avais passé chez Driss Yazami. L'Université internationale est née. Est née, donc voilà, on peut dire le 31 décembre, on peut dire ça y est, j'avais dit ça y est, le projet est sur les rails. Quelque chose d'original que vous avez fait, qui est peut-être déterminant, c'est la diaspora. En avril 2009, vous avez réuni une conférence de tous les cracks, tous les profs qu'il y a à travers le monde et qui sont marocains. Donc, ce que vous avez fait, vous avez voulu que d'autres le fassent. Alors, ils étaient combien? D'abord le profil. Le profil. Alors, d'abord, je disais tout à l'heure, il y avait 3 clés de succès pour le projet. Et parmi les trois, c'est la diaspora, la mobilisation de la diaspora. Et depuis 2004-2005, j'ai travaillé. Bon, alhamdoulilah, il y a une grande diaspora très très haut niveau. Malheureusement, certains ne sont pas très connus. Alors, le profil. Alors, les profils de ces Marocains, c'est plutôt des gens qui ont plus de 45 ans. Dès le départ, j'ai dit qu'il faut que j'aille mobiliser ceux qui ont une carrière derrière eux, qui ont un réseau, qui ont une expertise, qui ont aussi donc un rayonnement à l'international. Qui ont des bouteilles. Qui ont de la bouteille, qui vont mettre en confiance les partenaires, qui vont mettre en confiance aussi au niveau interne, c'est-à-dire au niveau national. Qui n'attendent plus rien. Et qui n'attendent plus rien, dont certains de leurs enfants sont grands, sont déjà à l'université, donc qui cherchaient un challenge, c'est-à-dire on est dans la quarantaine, la fin de la quarantaine, on cherche un tournant, quoi. Et donc je leur ai vendu le challenge de cette université, et ils étaient tous réceptifs à ce challenge, et aussi le côté utilité publique de ce projet, parce qu'on voudrait que ce projet-là soit un ascenseur social, parce qu'on était nombreux à être produits de l'ascenseur social. Et ouvrir cette université à des jeunes qui ne peuvent plus aller ni aux États-Unis ni en Europe pour étudier. Et on a aujourd'hui sur ce... Combien ils étaient? 250? Alors ils étaient 200, à peu près 240. Et quelqu'un qui m'a beaucoup aidé pour organiser cette journée, c'est Driss Yazami, donc le CCME qui s'est mobilisé pour donc voilà, bon, on peut ça c'est une photo que j'adore, donc avec Driss Yazami, donc devant l'université actuellement, mais Driss Yazami a beaucoup œuvré pour que cette université en tout cas voit le jour. Donc cette diaspora, juste pour rappeler cette journée, donc c'était la première fois que certains chercheurs marocains qui étaient inconnus ont pu être découverts par les Marocains. Et des gens de très haut niveau. Des gens exceptionnels. Oui, il y a des gens qui sont aujourd'hui dans les... Hachem Siddiqui. Il y a Sima Mchelkaoui qui d'ailleurs vient d'être choisi parmi les 2 chercheurs choisis par Obama pour la partie énergie renouvelable. Il y a Mounir Roro qui a le prix IBM au niveau mondial parmi les 73 et le seul en Afrique. 73 chercheurs ratifiés par IBM. C'est lui qui a un contrat avec l'armée américaine? C'est lui qui nous a ramené le premier contrat américain. Et après, d'autres qui sont venus plus tard, comme Hachemi Siddiqui et d'autres. Il y a Ahmed Baroudi, qui est aujourd'hui directeur général de la SIE. Donc, ils enseignent au Maroc aux mêmes conditions qu'à l'extérieur et ils font partie pleinement de l'université. Absolument. Donc, aujourd'hui, il y a 50 Marocains qu'on a rapatriés de l'étranger, qui ont fait le chemin du retour définitif. C'est pas rien. Donc, dont le dernier vient de George Mason, un qui vient de Finlande. Donc, on est toujours dans cette stratégie-là de faire revenir les Marocains. Et le premier contrat que je leur dis, c'est former des doctorants, former la relève. De manière à ce que, à la fois pour nous en tant qu'université, mais également pour des CIME, pour d'autres établissements qui souhaitent les recruter. L'inauguration par Sa Majesté. Ah, mais... Une journée magnifique. 9 septembre 2010. Voilà. Donc septembre 2010, c'était une journée mémorable. Voilà. Et donc à côté de Sa Majesté, c'est Anas Alami qui présente la maquette du projet. C'est Ahmed Khishin, Amina Belkhadra aussi qui a donc accompagné le projet d'une certaine manière. Mounir Roro, il est là. Et d'autres ministres comme Chami ou d'autres qui étaient là. Et cette journée donc, nous a permis de présenter à Sa Majesté, parce qu'on a été très honorés. Non seulement ça, parce qu'au départ, il devait venir juste, on devait présenter des posters, et à la dernière minute, on nous a dit de faire une présentation orale à Sa Majesté. Et on était très, très honorés donc, de faire cette présentation. Et Sa Majesté donc, s'est installé, donc il nous a écouté, lui exposer le projet. On nous a dit il est là pour 20 minutes, parce qu'après, il devait prendre un avion pour aller aux États-Unis. Et finalement, il est resté presque 1 heure avec nous. Vous avez présenté des projets?
On a présenté, donc présenté général, Des plus produits. des, Ça, c'est quoi? voilà, des choses qui l'ont fait, qui l'ont en tout cas intéressé, c'est les brevets. Parce qu'on avait des brevets et on avait beaucoup négocié avec la sécurité royale pour qu'on puisse lui présenter ces brevets. Donc là, ça, c'est quoi? Alors ça, c'est le chauffe-eau solaire. Donc ça, c'est on produit 300 litres d'eau chaude avec ça, et avec un système de capteur donc, qui permet de traquer le soleil et pour maximiser la production d'eau chaude. Ça, c'est le lampadaire solaire. Donc, c'est qui fonctionne à base de LED et qui est automatique. La nuit, il s'allume, le matin, il s'éteint et il stocke de l'énergie pendant la journée. Et on lui avait présenté tout ça, on lui avait fait une démonstration. Et à un moment donné, il avait enlevé ses lunettes pour regarder si c'est... Et en tout cas, pour nous, c'est plus tard. Ça, c'est après. Et ça, c'est un cube solaire avec des Coréens, Jesong. Pour ne pas les nommer, je suis désolé, mais en tout cas, c'est un projet de recherche. C'est la maison de demain. C'est un salon de 25 mètres carrés qui fonctionne en autonomie d'énergie. Toutes les façades sont des façades donc à base de cellules photovoltaïques qui captent l'énergie, qui la restituent en électricité. Et c'est ça qu'on voudrait développer au niveau de la recherche, c'est avoir des maisons qui fonctionnent, en tout cas que 50% de leur consommation énergétique soit reproduite tout simplement par les façades. Il paraît que Sa Majesté a été très surpris agréablement. Il aurait même employé le mot bijou. C'est un bijou. Je te laisse le mot, mais en tout cas, moi, je peux dire que j'ai retenu de la visite de Sa Majesté, en tout cas l'échange qu'on a eu, c'est un point important qui lui tenait à cœur, c'est les étudiants africains. Donc les étudiants africains, donc, c'était une de ses premières questions, et bien sûr ses encouragements pour donc réaliser ce projet-là, tel qu'on lui a présenté, parce qu'on lui a présenté, je dirais, un projet. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans c'est-à-dire on a atteint nos objectifs. Il souhaitait qu'il y ait plus d'étudiants africains avec des bourses pour les Africains. Absolument. Et donc, il nous a posé la question, il nous a en tout cas encouragé à accueillir donc, les étudiants africains. Et je vous dis ça date de 2010. C'est vrai que l'actualité aujourd'hui, mais je pense qu'il avait profondément un souci d'ouverture vers l'Afrique. Vous avez une autre visite de marque? Ah oui. Hollande. Donc, voilà. Donc ça, c'était cette année. Donc on a eu l'honneur et le plaisir, en tout cas l'agréable surprise aussi d'avoir la conférence donnée aux étudiants par le président Hollande. Il était bluffé. Son discours, absolument, son discours était, voilà, son discours, nous on s'attendait à ce qu'il parle de la jeunesse, oui. Voilà, le printemps arabe, etc. Et il a parlé que du modèle de l'UIR et comme modèle innovant, qu'il faut aller vers ça, et la double diplomation. Et je pense que le modèle aussi l'a passionné, il l'a séduit, parce qu'il a posé plein de questions avant qu'on rentre, donc avant qu'il donne sa conférence, pour des précisions sur le modèle, et il était surpris qu'on ait réussi à faire ça au Maroc. Cette année, la première promotion. Combien? Alors, 170 étudiants, c'était la première promotion qu'on a accueillie dans les qui ont du boulot tout de suite. Alors, la plupart terminent dans des masters parce qu'il y a la plus grande... Et d'autres, et bien sûr, ceux qui terminent le programme Grandes Écoles, oui, parce que c'était une promotion de 15-16. Juste une petite anecdote, on a une dizaine d'étudiants qui, aujourd'hui, ont été sélectionnés par Disney pour aller passer une année à Disney, pour travailler, à Disney, à Orlando. Disney, au niveau international, mondial, il recrute des étudiants après des tests. Et on a eu un gros contingent marocain, qui est celui de l'UIR. Et on était... très contents et satisfaits et rassurés. C'est vrai que nos étudiants sont bien formés pour être sélectionnés. Combien coûte un étudiant par an? Alors, le coût de scolarité, parce que le coût de l'étudiant, il est plus cher. Le coût de scolarité, c'est 70 000 dirhams, sachant que, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'ascenseur social,